J'ai une double casquette, je suis responsable achat pour tout ce qui est prestation de services, prestations intellectuelles et les achats pour l'antenne et la direction de l'information. Et je pilote également la démarche achat responsable pour le groupe TF1. C'est important, vous verrez après pourquoi. Ça, c'est un point sur lequel on insiste. Alors, en 2 mots, TF1, je ne vais pas vous le présenter. C'est un ensemble, évidemment, de chaînes gratuites que vous regardez tous. TF1, TMC, NT1, HD1. Et on est aussi présent sur le payant avec TV Braise, LCI, les thématiques Ushuaïa et Histoire. Grosso modo, c'est 2 milliards et des poussières de chiffre d'affaires avec un montant des dépenses de 1,3 milliard, 1,4 milliard. Donc un ratio suffisamment important de dépenses confiées à l'extérieur pour pouvoir en tout cas déployer une démarche achat responsable. Alors, les enjeux RSE pour TF1 sont extrêmement importants, pas forcément sur le même plan que d'autres entreprises type industrielle puisqu'on n'a pas d'empreinte environnementale forte, mais en tout cas on est suffisamment... TF1 est devenu le premier groupe privé média en France et donc par cette notoriété il se doit justement d'avoir une certaine responsabilité, d'où sont déclinés les différents enjeux stratégiques et opérationnels. Alors, on va parler évidemment de la conformité. Tout à l'heure, on parlait de tout ce qui était contenu, la conformité de nos programmes aux engagements qui sont pris envers, évidemment, les collectivités, mais également tout ce qui est qualité de l'information. Et à ce titre, en tant que nous, acheteurs de prestations pour l'information, on a aussi un devoir de vérification des prestataires avec lesquels on travaille, notamment tout ce qui est PQR, presse quotidienne régionale ou agences de presse type AFP, EPTN ou Reuters. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont relativement forts. En interne également, la RSE se décline alors essentiellement chez TF1 sur des enjeux de diversité très forts. De diversité à l'antenne, encore une fois, de représentation des diversités, des minorités à l'antenne. Par exemple, sur la place des femmes expertes dans nos JT, sur notre chaîne LCI, etc. Mais également en termes RH de promotion de parité homme-femme, de promotion des femmes, de non-discrimination, etc., etc. Ce sont des enjeux extrêmement forts. Donc, enjeux forts sur la diversité, sur également un point important sur l'employabilité des collaborateurs. On s'attache également à développer les compétences, à favoriser les mobilités en interne et en externe. TF1, c'est pas seulement une chaîne, c'est aussi un grand groupe média avec d'autres structures que les antennes, à savoir tout ce qui est vidéo, télé-shopping, pour ne pas le citer, TF1 Entreprise, etc., etc. Donc, tout un tas de produits finalement dérivés de nos antennes. Et puis, un enjeu RSE fort également en termes de principes d'équité et d'éthique vis-à-vis de nos partenaires. Et quand je parle de partenaires, donc je viens finalement aux achats. Quand on parle de partenaires, c'est évidemment toutes les parties prenantes qui forment l'écosystème de TF1, à savoir les annonceurs, évidemment. On a aussi, nous, une responsabilité sur ce que les annonceurs vont afficher lorsqu'ils viennent sur nos antennes. Les analystes, les téléspectateurs, je ne les oublie pas, et évidemment les fournisseurs et différents sous-traitants et partenaires producteurs qu'on peut avoir. On décline ces enjeux-là dans une politique achat responsable. Alors, en 2 mots, elle a très légèrement évolué, mais finalement pas tant que ça, pour pouvoir y répondre. On a décliné également... moi, j'aime bien parler de choses très concrètes. C'est-à-dire que quand un acheteur prend un périmètre, la première chose, c'est déjà de valoriser son périmètre et de faire la cartographie de ses risques. De la même façon, TF1, qui, il y a 2 ans, a réalisé ce qu'on appelle la matrice de matérialité, Materiality Reporting. Oui, c'est matrice de matérialité en français. Voilà, matérialité. Nous, de la même façon, on fait une cartographie des risques RSE. Alors, peut-être juste préciser que la matrice de matérialité, pour le développement durable, c'est d'identifier tous les enjeux, finalement, qui concernent une entreprise. Voilà, donc ça va être du social, ça va être de l'environnement, ça va être... typiquement, TF1, c'est ce qu'on disait hier au téléphone, l'eau ne va pas forcément être une chose assez importante dans la matrice de matérialité, ce qui pourrait être, par contre, sur une autre entreprise, ça pourrait l'être. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment identifier une dizaine ou une quinzaine de vrais enjeux environnementaux où est-ce qu'il faut être positionné. Exactement. Et du coup, nous, les grands enjeux en termes de politique achat responsable, ça a été très très rapidement, donc il y a 8 ans, c'est une direction qui a 8 ans, et très rapidement on a déployé une politique achat responsable. Le premier enjeu, c'était la promotion du secteur protégé. Alors on en parle beaucoup moins maintenant parce que c'est
complètement dans les habitudes et les fournisseurs du secteur protégé sont consultés au même titre que les autres, mais ça a été un des premiers enjeux et très rapidement décliné également sur la vérification et l'évaluation de nos propres fournisseurs sur les engagements RSE qu'eux-mêmes pouvaient prendre, la carte des risques, je vous en ai parlé, et évidemment... Il y a une cotation quand vous faites un appel d'offres, il y a un pourcentage dédié à la RSE? Tout à fait. Et l'intégration des critères RSE, j'allais y venir. On a avec 2 niveaux, je ne sais pas si je le détaille tout de suite, en tout cas il y a 2 niveaux lorsqu'on parle d'intégration des critères RSE. Soit on est extrêmement mature, extrêmement avancé avec l'opérationnel qui va écrire son brief et son cahier des charges pour inclure dans son cahier des charges un article, une clause, une demande spécifique sur la RSE, en termes de développement durable, en termes d'innovation, etc. Soit il n'est pas encore mature, il faut aussi lui laisser ce doute-là. En tout cas, l'acheteur, lui, dans son appel d'offres, va intégrer dans la grille multicritère un critère RSE, qu'on appelait DD avant et RSE maintenant, qui va être, par exemple, sur l'engagement qu'aura pris la société à répondre, les engagements qu'il va prendre en termes d'évaluation. Nous, aujourd'hui, on fait pas mal d'évaluations RSE avec une plateforme extérieure. Ça va être, est-ce qu'il s'est lancé dans un label, quelles normes il a, ou alors tout simplement quelle est la proposition innovante qu'il va faire par rapport à ce produit. Ça, c'est une pondération qui peut varier. Je pourrais peut-être en parler juste après. D'accord. Quels exemples, quelle réalité finalement, alors pour TF1, Marie-Christine, quelle réalité, quel ROI, qu'est-ce qu'on peut gagner aujourd'hui si on concilie ces trois thématiques? Alors Laurence, tu insistes beaucoup, ça doit être pour m'énerver en fait, d'adjoindre au mot innovation et RSE le mot ROI. C'est une question qui m'agace beaucoup. Parce que d'abord, d'un point de vue achat, lorsqu'on parle, déjà quand on nous saisit, quand un opérationnel ou un donneur d'ordre nous saisit et qui vient nous voir, il est censé déjà avoir fait son ROI, d'une part. Donc c'est pas au moment de lancer les consultations, etc., qu'on va s'apercevoir que ça rentre pas dans le budget et que c'est trop tard. Ça peut arriver effectivement. Ça nous oblige à déclarer des appels d'offres infructueux et c'est pas très bon. Ça, c'est la première chose, déjà. Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi un achat responsable coûterait plus cher. Je pense que c'est un achat irresponsable lorsqu'on prend un peu de hauteur et qu'on se dit qu'un achat irresponsable risque in fine de nous coûter plus cher. Voilà, je pense que quand on dit ça, c'est peut-être très basique, mais encore une fois, moi, c'est vraiment, c'est 2 termes qu'on ne peut pas mettre comme ça en compétition. Donc la réponse, elle est plutôt très facile. Oui, évidemment, ça se concilie, puisque voilà, de toute façon, on a intérêt, en tout cas, à regarder tous les critères dans un achat. Et alors, quand on parle d'innovation, peut-être en 2 mots, parce qu'on parle beaucoup d'innovation. Marie-Christine, je t'entends. Est-ce qu'on est bien sûr de ça? Est-ce qu'on est bien sûr qu'un achat responsable n'est pas plus onéreux qu'un achat moins responsable? On est sûr de ça? Alors, si on a une méthodologie... je ne sais pas si on partage tous. Hein. Si on ne partage pas, il faut là aussi intervenons. Parce que ça a été bien souvent... Attendez, on n'est quand même pas dans le pays des bisounours, quand même. Hein. Donc, ça a été souvent un point qui a été quand même très largement évoqué. Laurence, ça nous rappelle quelques épisodes un peu musclés, ces sujets-là, n'est-ce pas? Donc, je comprends que ça t'agace, mais maintenant, si on est tous d'accord pour s'aligner, pour dire un achat responsable, c'est pas plus cher qu'un achat, j'aime pas bien dire le mot non responsable, hein, mais bon, si on est tous alignés là-dessus, ok, mais il faut qu'on soit tous alignés. Il faut me donner j'ai plein d'exemples. C'est ce que je te demande effectivement. Est-ce qu'on peut avoir des vrais exemples concrets finalement? J'ai plein d'exemples concrets sur lesquels ça ne coûte pas plus cher et qu'au final, de toute façon, on est mieux disant. Après, effectivement, si on part d'une méthodologie très basique à regarder uniquement le prix, sur la méthode moins 10 ans, effectivement, peut-être qu'on va trouver au final. Mais alors après, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est quand on parle d'innovation, pour un acheteur, nous, on n'a pas la prétention à être une structure en interne, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui montent leur structure d'innovation. Nous, chez TF1, elle existe depuis 9 ans. Elle est montée pas mal en compétences depuis 2 ans, qui a vocation justement à aller chercher, à aller sourcer des entreprises innovantes, à les héberger, les accompagner, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on accompagne des entreprises et qu'on fait ce qu'on appelle du Media for Equity, où en contrepartie d'espaces publicitaires, on prend des participations
participation dans cette entreprise. On n'a pas cette vocation-là. C'est pas ça l'innovation dans les entreprises, en tout cas pour des acheteurs. Nous, l'innovation, moi je la vois sous deux formes. D'abord, l'innovation, pour un acheteur, c'est quoi? C'est comment lui va arriver à exister. Encore une fois, chez TF1, on a monté la structure achat il y a 8 ans dans une entreprise qui travaillait sans nous depuis 20 ans. Donc, qui achetait, qui négociait, qui le faisait plutôt pas mal. Donc il a fallu nous exister et finalement, quand on parle d'innovation, ça prend tout son enjeu, c'est comment nous on pouvait être innovants par rapport à des opérationnels qui bossaient déjà très bien. Donc on est arrivé avec une méthodologie, on est arrivé avec une politique, on est arrivé avec ce qu'on appelle du TCO, donc du Total Cost for Ownership. C'est un peu barbare, mais l'idée, c'est de pas juste regarder le prix facial du produit ou du service, mais de prendre le prix de toutes les étapes de ce produit. C'est là où on arrive finalement à se dire, on parlait tout à l'heure d'achat dans les pays, en Chine, etc. Aujourd'hui, c'est un des arguments qui, moi, me permet de démontrer à des structures comme les Games ou Téléshopping que leur achat, un achat en Europe, sera pas plus cher, en tout cas à prix égal, avec un achat qui est fait en Chine. Si on y adjoint évidemment tous les coûts de conception, de transport, de dédouanement, de tests de conformité, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que l'acheteur, il doit aussi être innovant dans le sens de sa méthodologie. Il est là au milieu finalement, il est un manager de toutes les ressources internes et externes. Il est au milieu d'un écosystème où il doit à la fois manager son opérationnel, le juridique, la comptabilité et son fournisseur. Donc il est là pour capter cette innovation et s'adapter, proposer des stratégies. Ça, c'est une des formes d'innovation. Et la deuxième forme, évidemment, quand je disais qu'il a fallu qu'on existe aussi par rapport à des savoir-faire, c'est là où j'aime bien, moi, lier les deux mots innovation et RSE. C'est que dans un gros projet, vous avez un opérationnel qui est très technique, qui va connaître à la perfection son produit sur le plan technique. Vous avez un juriste, vous avez un acheteur qui va bien vous faire des beaux prix, des belles analyses de prix, etc. Et finalement, nous, la RSE, ça nous a permis d'apporter un plus, d'apporter un critère vertueux sur lequel on ne nous attendait pas, sur lequel personne n'était vraiment spécialisé. Et le fait de proposer une analyse complète de tous ces critères, ça a permis... d'abord, ça a changé la perception des gens que les gens avaient sur l'acheteur, et puis y compris les fournisseurs. Les fournisseurs ont vu en nous une entrée potentielle dans un groupe finalement qui, voilà, on ne veut pas forcément toujours challenger quelque chose qui marche plutôt bien. Et tu as un exemple concret finalement qui permet de concilier ces trois des exemples, j'en ai plein. Alors j'essayais tout à l'heure sur le plan chronologique. Alors je vous parlais de la promotion du secteur protégé il y a 8 ans. On nous disait, bon là maintenant il faut développer le secteur protégé. C'est un exemple qui m'avait échappé parce que depuis, il y en a eu plutôt pas mal. On me disait oui, mais bon, ça coûte plus cher. Bon, voilà, donc sans que vous n'ayez pas les analyses de prix, vous ne pouvez pas forcément démontrer que c'est faux. Pour le coup, on a nous surfé sur une success story qui était plutôt pas mal avec un ESAT sur tout ce qui était entretien des espaces verts. Et là, alors en plus d'une action un peu vertueuse, puisque on confie un beau business, tout l'entretien de nos espaces verts, des plantes intérieures, etc., à un ESAT. En plus, on a financé également pour eux une serre qui est devenue depuis un lieu en fait pédagogique pour former les collaborateurs de ces ESAT, etc., à ce type de prestations. Et en plus, on a fait un gain assez conséquent, c'est-à-dire qu'on a baissé pas loin de 40% par rapport à une entreprise du service ordinaire, du secteur ordinaire. Donc là, bon, pour le coup, on a pu surfer là-dessus. Ensuite, quand on revient à un monde beaucoup plus ordinaire, on a eu plein d'exemples sur la partie, par exemple, print, sur notre catalogue téléshopping, un gros morceau. On a sur des marchés concurrentiels comme sont l'impression, le critère RSE devient quelque chose de différenciant.
Vous avez des entreprises, alors nous on n'a pas l'habitude de consulter 50 entreprises, hein, on en prend 5 ou 6, vraiment une vraie sélection qui est faite. Quand vous arrivez en bout d'appel d'offres, vous avez finalement des choses, des offres qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Ce qui a fait la différence en termes de prix, en termes de technique, de réponse au cahier des charges, de validation des termes du contrat, etc. Vous arrivez à des choses qui se tiennent. Et finalement, dans plein d'exemples, moi j'ai là sous les yeux 4-5 exemples, ce qui a fait la différence, ça a été le critère RSE. L'entreprise qui a remporté l'appel d'offres, ça a été celle qui, par exemple pour le catalogue téléshopping, c'était celle qui nous avait présenté un plan de recyclage des encres beaucoup plus conforme que ce qu'on avait pu trouver chez le deuxième shortlisté. Voilà, j'ai plein d'autres exemples. J'ai des cas comme on est avec des communicants, des cas de photogravure toujours sur le catalogue, où là, on a, en mettant en pratique finalement toute la chaîne de création de valeur, on s'est fait accompagner d'un prestataire qui nous a proposé un outil clé en main, qui nous permettait de réduire les délais, etc., avec des baisses de prix à la clé. Et puis, ce que tu nous dis finalement, c'est effectivement, par exemple, si on prend l'exemple du prix, le développement durable, enfin le prix c'est le prix, donc c'est le gâteau, et la cerise sur le gâteau ça va être le développement durable, mais si le gâteau est pas bien à la base, si le prix est trop élevé, de toute manière ce sera pas forcément choisi. De toute façon ça passera pas, ça ne passera effectivement pas.